Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la quatrième étape du Tour des Alpes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Bilan des coureurs top flop comme d'habitude et puis on reviendra sur la fameuse chute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, votre avis également sur la chute. Parce qu'on y reviendra assez longuement, je pense, dans cette vidéo. Short TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Je rappelle que les vidéos TikTok sont un petit peu plus longues que les vidéos short de YouTube, donc c'est un petit peu différent. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification ou sur les miniatures des vidéos, et bien plus ça met en avant cette vidéo sur YouTube. On commence tout de suite. Étape numéro 4 du côté de ce Tour des Alpes. On est donc sur l'avant-dernière journée de course. Et c'était une étape qui n'était pas évidente avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif, pas mal de cols, des cols qui n'étaient pas forcément au classement de la montagne. Voilà, il y avait... c'était une journée bien compliquée. On avait notamment le Passo del Compet, le Passo del Vetriolo. Et c'est dans la descente de ce Passo del Vetriolo qu'on a eu la chute qui a modifié le déroulement de la course. Parce qu'avant la chute, on avait eu des belles attaques dans la montée. Et puis on sentait que les coureurs de tête voulaient faire le grand saut sur Simon Kerr, hein. Il n'y avait plus qu'une cinquantaine de secondes d'avance. On avait eu donc deux attaques dans la descente avec Ben O'Connor, Chris Harper qui était sorti. Ben O'Connor qui faisait une belle descente jusqu'à ce moment-là. C'est vrai que ses trajectoires étaient propres, il prenait pas vraiment de risques. Chris Harper, on avait moins d'images dessus, donc je peux moins vous en parler sur ce moment-là de la chute. Et puis à la fin de cette chute, cette portion de Vitriolo, on arrive dans une zone un peu plus technique et puis là, la roue arrière de Chris Harper qui va chasser une première fois et puis ensuite il va de nouveau avoir sa roue qui va sauter sur une plaque d'égout et là c'est le gros crash, le gros accident pour Chris Harper qui va abandonner. On n'a pas encore le bilan médical pour Chris Harper et puis dans la foulée, chute de Ben O'Connor qui lui va réussir à reprendre la route, légèrement touché hein, sur le côté de la joue droite, mais j'ai l'impression sans trop de problème, il faudra quand même voir demain matin. Et cette chute a profité à Simon Kerr parce que l'avance a réaugmenté, parce que derrière on s'est regardé et je pense qu'on a été un petit peu surpris par la chute, ça a refroidi vraiment les coureurs. Et puis pendant 7-8 km, on se regarde un peu. Avant l'attaque de Paré-Pinte, mais à ce moment-là, Simon Kerr a déjà 3 minutes 30 d'avance. Paré-Pinte qui va attaquer, qui va compter jusqu'à une grosse quarantaine de secondes d'avance sur le groupe des favoris. Puis ensuite, ça va commencer à s'énerver, notamment avec Juan Pedro Lopez. À ce moment-là, on a Ben O'Connor qui est en difficulté, qui est légèrement lâché, qui va réussir à revenir dans la descente du dernier col. Et puis, il va pas rester longtemps dans le groupe des favoris parce qu'il va réattaquer à 1,5 km, 2 km de l'arrivée, alors qu'à ce moment-là, Simon Kerr a gagné et il va réussir à reprendre 7 secondes sur Juan Pedro Lopez aujourd'hui. Une étape qui n'était pas simple au niveau du parcours. Demain, il faudra voir déjà pour les coureurs en termes de fraîcheur parmi ceux qui ont eu des chutes, parce qu'une chute a toujours des conséquences et des fois les conséquences, c'est pas juste après l'arrivée, ça prend parfois 24 heures, donc 48 heures après une chute. Et puis il faudra voir si on n'aura pas des craquantes physiques, parce qu'il y a des coureurs qui n'ont plus beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, et qui ont mis beaucoup d'énergie aujourd'hui et qui vont peut-être le payer demain. Je pense à Juan Pedro Lopez, aujourd'hui il a bien tenu la cadence, mais est-ce qu'il arrivera à refaire la même chose demain? Pas si évident. On va revenir sur la chute. Bon, on a encore un débat hein, sur cette chute. Donc chute dans la descente du Vetriolo. Alors moi déjà j'ai eu peur, c'est quand j'ai vu la montée du Vitriolo et la fin de la montée, je me disais
Putain, ça se resserre de plus en plus au niveau de la route. L'état de la route était vraiment mauvais à cet endroit-là. Il y avait beaucoup de fissures, il y avait beaucoup de différents types de goudron. On sent que ça avait été un petit peu rafistolé du côté de la route. Et puis dans certains virages, on voyait vraiment les graviers, surtout sur la fin. Donc je me suis dit, putain, si la route elle est aussi étroite, ça va être rock'n'roll dans la descente. Heureusement, la descente était sur une route qui était beaucoup plus large. La descente était plutôt sur une belle route jusqu'à l'entrée dans la commune. Alors c'était la commune de Lévico-Thermé, dont on fera l'arrivée demain. Demain, le parcours sera autour de Lévico-Thermé. Et là, je me dis, on rentre dans la commune et je vois que d'un coup, déjà, j'ai l'impression que ça se rétrécit un peu. Je vois Chris Harper chasser de la roue arrière. Donc je me dis, bon, Chris Harper, il va peut-être ralentir un petit peu. Je vois vraiment Chris Harper, quand il prend le virage d'avant, c'est un virage sur la gauche, 90 degrés, ça rentre fort et tu sens que la roue arrière, elle ne suit pas en termes d'adhérence. Donc il est obligé d'ouvrir un petit peu et se retrouve, je crois, contre le trottoir ou contre le bord de la route. Il repart. Et puis, je crois que c'est contre le bord de la route, puisque je crois qu'il n'y avait pas encore de trottoir à ce moment-là. Et ensuite, eh bien, il rentre dans cette fameuse grande courbe en dévers sur la gauche. Et tu vois très clairement qu'il se fait surprendre par le trottoir, parce qu'il ne voit pas le trottoir, parce qu'il y avait auparavant de ce virage-là un gros mur en béton qui cachait un petit peu la vue. Donc on ne pouvait pas véritablement voir qu'il y avait le trottoir. Et puis avant, il n'y avait pas de trottoir. Donc là, il se retrouve à avoir un trottoir, donc ça le surprend. Et puis surtout, la plaque d'égout. Les plaques d'égout, il faut savoir qu'il y a peu d'adhérence sur une plaque d'égout. Et des fois, elles sont un petit peu enfoncées dans le goudron. Donc ça fait sauter la roue arrière. Donc moi, j'ai l'impression que la roue arrière déleste à cause de cette plaque d'égout. Moi, c'est ma théorie. Par contre, il pourrait y avoir une théorie en se disant peut-être qu'il a freiné très fort en voyant que vu la vitesse qu'il avait, il n'arriverait pas à prendre le virage avec le trottoir. Et c'est peut-être ça qui a fait délester la roue arrière. Moi, je pense que c'est la plaque d'égout, mais encore une fois, on peut avoir les deux théories possibles. Et puis après, dès qu'il tape le trottoir, il prend l'épaule tout de suite. La tête va taper un lampadaire, un pied de lampadaire qui n'était pas très loin du bord de la route. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas tapé trop fort, mais il peut dire merci à son casque. Hein, quand on parle à chaque fois de sécurité avec le casque, tu sais, quand je vous parle des gants, quand je parle de la sécurité qu'il faudrait peut-être mettre en place, voilà, peut-être que tous les coureurs aient des mitaines. On l'a fait avec le gant. Je pense qu'on pourrait le faire avec on l'a fait avec les casques, on pourrait le faire avec les gants. Et là, on voit vraiment que le casque lui a sauvé la vie. Et tous les gens qui roulent sans casque avec leur vélo devraient regarder cette chute-là parce qu'on voit que le casque, alors ça ne peut pas sauver la vie tout le temps, mais on voit que c'est quand même un véritable atout quand on est sur un vélo. Que dire de cette chute? C'est quand même la deuxième chute après... pour moi, c'est même la troisième chute après le Tour du Pays Basque et après celle à travers la Flandre, où pour moi, déjà, la route n'est pas dans un état parfait. À travers la Flandre, si vous regardez bien, il y a une sorte de petite fissure entre la voie la plus à droite et la voie un petit peu plus intérieure. Une sorte de fissure. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est un truc spécial de Belgique. On voit que sur le Tour du Pays Basque, c'est les racines. Donc les roues arrière ont délesté avec les racines, on le voit encore là aujourd'hui, les plaques d'égout. Et le goudron, parce que quand on rentrait vraiment dans cette commune de Lévico-Thermé, le goudron était vraiment de moins bonne qualité. On avait de nouveau des patchs de réparation. Donc là, on voit qu'encore une fois, l'état de la route, ça a des conséquences sur la sécurité. Moi, je suis quand même encore assez surpris du manque de signalisation à cet endroit-là, parce que on peut quand même se douter en amont de la course qu'on ne verra pas forcément le trottoir. Et on voit que Ben O'Connor, il ne voit pas le trottoir. Parce que le trottoir, en fait, ce virage-là, il est caché par un bout de béton. Il y a un morceau de béton sur un terre-plein central auparavant, donc ce qui fait qu'on ne voit pas le trottoir. Donc on a l'impression qu'on a toute la largeur de la route et on s'aperçoit au dernier moment qu'il y a le trottoir. Ça aurait peut-être valu une petite signalisation à ce moment-là en indiquant ce virage-là qu'il fallait faire attention également avec les plaques d'égout. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas de signaleur.
dans cette zone-là. Ce qui est peut-être une erreur, parce qu'en plus, il y avait la place de garer la moto et de mettre un signaleur. Hein. Là, il y avait la place, il y avait une route en latéralité, donc il y avait la possibilité de le faire. Donc on voit que l'état de la roue n'est pas parfait. On voit que la signalisation aurait pu être meilleure. On est quand même sur une descente, donc encore une fois, on est à 70 km/h. C'est vrai que le temps de réaction, forcément, est plus compliqué. La vitesse a peut-être joué également dans cet accident, parce que plus on va vite, plus le champ de vision se rétrécit. C'est la différence entre quand vous roulez en ville, vous avez un champ de vision qui est plutôt très large, et puis quand vous êtes sur l'autoroute à 130, où le champ de vision est rétréci. En fait, vous êtes concentré par le fond de l'image, quoi, par le centre, mais plus forcément par les extérieurs. Et ça a peut-être joué également sur l'accident, parce que le trottoir, il est sur l'extérieur. Donc quand vous arrivez à cet endroit-là à 70-80 km/h, je pense aux alentours de 70 km/h, avec le rétrécissement du champ de vision, peut-être qu'il n'a pas bien vu aussi, hein, que c'était en dehors de ce champ de vision, le trottoir. Donc ça a peut-être joué également la vitesse. Mais le trottoir pour moi était assez masqué. Pour moi, il aurait fallu un petit peu plus de signalisation. Et puis je suis quand même surpris aussi, hein, là encore, qu'il n'y avait pas un petit ballot de paille sur le poteau, qu'il n'y avait pas de la mousse autour du poteau pour amortir en cas de choc, parce que là il a tapé le poteau, peut-être la première, ça a été un arrêt buffet. On voit aussi qu'on a une palissade derrière le trottoir, on a une palissade en ciment. On aurait peut-être pu mettre de la mousse pour tenter d'amortir, ou de ballots de paille pour tenter d'amortir en cas de choc. Parce que là, le choc, il a été violent. Déjà, parce qu'il tombe sur l'épaule en premier, mais aussi à la fin de la glissade, parce que c'est un arrêt buffet. Il tape le mur dans son dos, il tape le bas du lampadaire. Encore une fois, on aurait peut-être pu un peu sécuriser la zone, parce que je veux bien ce que nous dit Christophe Riblon, notamment sur la chaîne L'équipe, qu'on ne peut pas sécuriser 140 km de course, ça je suis d'accord, mais sur 140 km de course, on peut quand même repérer certains poids chauds, certaines zones qui peuvent être dangereuses. Je pense que cette descente et cette fin de descente en ville était un point chaud. Je pense que ce virage-là, vu les plaques d'égout, on sait que les plaques d'égout, on a peu d'adhérence, encore une fois, c'est du métal, hein, c'est pas du goudron sur une plaque d'égout, donc la roue glisse, qu'on était obligé de passer sur les plaques d'égout parce que la trajectoire idéale était sur les plaques d'égout, on aurait peut-être pu faire attention et peut-être sécuriser ce virage-là. Je sais bien qu'on ne peut pas sécuriser 140 km, mais sur 140 km, il y a peut-être 15, 20 points chauds. Et bien ces 15 ou 20 points chauds, il faut les sécuriser. Mais pour ça, il faudrait peut-être que les organisateurs aient un garde-fou au-dessus d'eux. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de commission de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de commission de sécurité pour valider les parcours, qui dit tiens, ce parcours-là, il va peut-être falloir faire des modifications. Ah bah tiens, vu l'état de la route, on ne peut pas passer à cet endroit-là, il faut peut-être passer par une autre zone. Aujourd'hui, il n'y a pas de commission de sécurité. C'est un véritable problème. Peut-être aussi, là on voit que les coureurs sont surpris dans cette descente. Peut-être que, vous savez, quand je vous parlais de briefing des coureurs, le matin même ou le soir de la part de l'organisateur de la course ou d'une commission sécurité pour indiquer tous les points chauds de la course, parce que peut-être que certains directeurs sportifs vont les repérer et que d'autres directeurs sportifs ne vont pas les repérer. Au moins, si c'est l'organisateur qui indique là c'est un point chaud, là c'est un point chaud, là c'est un point chaud, les coureurs ne peuvent pas dire on n'était pas au courant. C'est peut-être bien d'avoir un briefing de sécurité du parcours. Je pense que ça aurait son importance de dire tiens, à cet endroit-là, faites attention, il y a des plaques d'égout à l'entrée du virage, il y a un poteau, il y a un trottoir sur l'extérieur qui est un peu masqué. Encore une fois, sur une course cycliste, il n'y a pas 50 points chauds. Il y a, 15, 20 points chauds. Et bien ces 15, 20 points chauds, il faut les signaler correctement, il faut les protéger correctement. C'est obligatoire. Et puis surtout, je parlais de commission de sécurité, je parlais de briefing, peut-être aussi taper de temps en temps sur les doigts des organisateurs, ça l'UCI ne le fait pas. Mais quand vous entendez la déclaration de David Lapartien qui dit plus de 50% des chutes sont dues au comportement des coureurs, quand tu dis ça, tu ne réfléchis même pas au problème. Pour toi, c'est une évidence, c'est la faute des coureurs. Donc tu réfléchis même pas à ce qu'on peut faire de mieux. Ce qu'on peut faire de mieux en termes de sécurité, peut-être de protection des coureurs. La dernière fois, on me parlait dans les commentaires de gilets airbag. Ça va peut-être avoir une importance.
des gilets airbag. Faut voir après que ça soit pas trop lourd, que ça perturbe pas également la respirabilité des tissus. Mais ça peut peut-être avoir son importance. Mais je pense aussi la sécurité du parcours. Là, par exemple, à cet endroit-là, je suis surpris qu'il n'y avait pas des ballots de paille, de la mousse autour des poteaux pour protéger la base du poteau en cas de chute, parce qu'il y avait voilà, ce virage-là qui pouvait être dangereux et qu'on aurait pu mettre ça en amont sans que ça coûte, je pense, énormément cher à l'organisateur. Ce qui aurait pu amortir, je dis pas que ça va enlever tous les risques de blessures, mais ça aurait pu amortir la fin de la glissade de Harper, notamment. Et puis la signalisation qui a été, pour moi, manquante, mais parce que aussi, après une chute, il n'y a pas vraiment de retour d'expérience. C'est peut-être là où il est le problème. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une hausse des chutes. Bon, ok, on nous dit qu'il y a une hausse des chutes, mais on n'analyse pas pourquoi il y a eu des chutes. Vous savez, la sécurité routière, quand il y a des gros accidents, la sécurité routière va faire une enquête et va dire, bah tiens, l'accident est dû à telle ou telle chose. Pareil du côté de la FIA, quand il y a des morts, quand il y a des chocs très importants, je pense à Romain Grosjean par exemple à Bahreïn ou à Antoine Hubert. Antoine Hubert quand il meurt à Spa, baf, commission de sécurité de la FIA qui fait une enquête, qui dit, bah il y a eu tel ou tel choc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la sécurité des pilotes, pour améliorer la sécurité de la piste, pour peut-être faire changer le comportement également des pilotes de Formule 1, parce que sur le crash d'Antoine Hubert, il y a des coureurs, il y a des pilotes qui passent à fond dans des zones de dégagement. Comment on peut améliorer le circuit de Spa, et on a fait des modifications sur le circuit de Spa ensuite. Donc on pourrait réfléchir, faire une enquête. Par exemple, Romain Grosjean, on a modifié les gants des pilotes de F1 parce que Romain Grosjean a eu la main cramée dans son accident ou à Bahreïn où il y a les flammes. On a changé la manière de concevoir les gants des pilotes de Formule 1. Aujourd'hui, ils résistent plus aux flammes qu'à l'époque de Romain Grosjean. C'est l'expérience qu'on a appris des différents crashs. Par exemple, quand Ayrton Senna est mort, à l'époque, les hauteurs de carrosserie, ça s'arrêtait ni-épaule. Voilà, et bien on a remonté. Aujourd'hui, vous voyez les pilotes de Formule 1, il n'y a quasiment que le cou qui dépasse le halo. Donc, vous savez, cette tongue qui est au-dessus des Formule 1 maintenant, qui est au-dessus des monoplaces, c'est l'accident de Romain Grosjean à Spa, où il emporte Fernando Alonso notamment, où on voit que la roue de Romain Grosjean passe sur le casque de Fernando Alonso. On a renforcé également les arceaux au-dessus de la tête des pilotes. C'est quand il y a eu le crash de Fernando Alonso à Melbourne, où l'arceau avait été complètement décapité, et également sur l'accident de Jules Bianchi, l'accident mortel de Jules Bianchi. L'UCI ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un accident, on voit qu'il y a un accident, mais bon, est-ce qu'on va modifier des choses ? Est-ce qu'on va étudier l'accident, par exemple, du Tour du Pays Basque ? Est-ce qu'on va étudier l'accident aujourd'hui qui a été dangereux ? Non, on ne va pas l'étudier. Or, l'étude d'un accident, ça permet de mettre en place peut-être d'autres protocoles sur la manière de concevoir les parcours, peut-être de modifier la sécurisation de certaines zones. Mais il faudrait entendre à la fois les organisateurs, à la fois le coureur, revoir les images, avoir une enquête, tout simplement, dans ce genre de situation. L'UCI ne fait pas d'enquête. Donc comment voulez-vous que l'UCI fasse des évolutions, déjà quand son président dit... sont des présidents qui n'a jamais été dans un peloton professionnel en passant, donc il pourrait peut-être demander l'avis quand même des coureurs professionnels avant de sortir ces déclarations-là, mais ou réfléchir avant de parler, surtout du côté de David Lappartient. C'est vrai que c'est compliqué d'être à la fois président de l'UCI, président du CNOSF, avoir des mandats électoraux. Voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais du côté de David Lappartient, quand il dit la raison, c'est le comportement des coureurs, parce que c'est grosso modo ce qu'il nous dit, 50% des chutes, c'est le comportement des coureurs. Oui, mais on peut mettre en place certaines choses déjà pour modifier le comportement des coureurs, et ça veut dire quand même qu'il y a 50% des chutes, c'est pas le comportement des coureurs. Et ces chutes-là, t'en fais quoi ? Tu fais quoi pour éviter ce genre de chute ? Tu fais quoi pour éviter au moins les grosses blessures dans ce genre de chute-là ? Est-ce que tu vas améliorer l'équipement ? Est-ce que tu vas modifier certains règlements ? Non. Il n'y a aucune réflexion là-dessus.
Donc on continue. Et puis là, il n'y aura toujours pas d'enquête après cette chute. Donc voilà, dans 3 semaines, il y aura peut-être sur le Tour de Romandie, peut-être la semaine prochaine ou pendant le Giro, il y aura peut-être de nouveau une grosse chute dans une descente. Mais on ne fera pas d'enquête. Et ça, après, c'est de l'histoire de l'UCI. Parce que Casartelli, quand il meurt, il aurait fallu rendre le casque obligatoire à ce moment-là, en 95. Le casque obligatoire, il va être obligatoire en 2003. 2002, 2003, je ne sais plus, la mort de Kivilev. C'est-à-dire 7 ou 8 ans après. Or, peut-être que si on avait mis le casque obligatoire ce jour-là, peut-être que Kivilev ne serait pas mort. Il a fallu attendre la mort de Kivilev. Il a fallu attendre 7 ou 8 ans près. Voilà, l'UCI, c'est extraordinaire au niveau de la réflexion et de la rapidité de la réflexion. C'est d'une lenteur incroyable. Bon, après ce moment coup de gueule encore, à ce moment réflexion sur les différentes chutes, on va regarder les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs top aujourd'hui. Je commence avec Ben O'Connor. Alors oui, souvent je commence par le vainqueur du jour, mais aujourd'hui, l'étape de Ben O'Connor, il était vraiment, je pense, très fort aujourd'hui. Autant hier, voilà, j'avais regretté que du côté des Decathlon AG2R, on n'ait pas roulé très fort, parce que j'avais dit on était 3 et qu'on aurait peut-être pu dynamiter un petit peu plus la course. Autant aujourd'hui, Ben O'Connor, non, c'est solide parce que bon, il part dans la descente. Donc déjà, dans l'avant-dernière montée, il est costaud. Hein. Coco, il est costaud, il fait, tu vois, c'est lui qui fait l'animation à l'avant de la course, c'est lui qui essaye de torpiller tout le monde. Bon, dans la descente, il part. Voilà, une fois qu'Harper est parti, il décide de partir. C'est quand même pas le meilleur descendeur du monde, hein, normalement, Ben O'Connor. Il tombe. Ça peut le refroidir quand même, Coco. Il arrive à re-rentrer dans le peloton. Dans le peloton, on se regarde un petit peu entre les leaders. Sauf que dans la montée, dès que ça commence à accélérer, tu vois qu'il est en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on chute, alors déjà, il peut y avoir la douleur physique, mais quand on chute, il y a un coup d'adrénaline. Et un coup d'adrénaline, ça va faire monter le cardio d'un coup. Putain, d'un coup le cardio, et ça peut vous casser les pattes. Parce que d'un coup, voilà, un truc qui vous surprend, et bam, après, vous avez les jambes qui flagellent un petit peu dans tous les sens. Donc derrière, il arrive quand même à revenir au sommet. Enfin, pas au sommet, pardon, contrairement à Romain Bardet, mais à un moment, il a quand même 30-40 secondes de retard. En haut, il en a beaucoup moins, il a 20 secondes. Le problème, c'est que c'est une descente. C'est une descente qui est rapide encore. Pentue. Et là, Ben O'Connor, il est tombé dans la descente précédente. Donc il peut être un petit peu en difficulté. Il arrive à re-rentrer au milieu de la descente. Grâce aussi au fait que Juan Pedro Lopez, à ce moment-là, s'énerve un petit peu sur ses petits copains, et notamment Paré-Pinte. Mais Paré-Pinte a bien fait de ne pas rouler. Il aurait pu s'énerver aussi contre les coureurs de Bahreïn, parce que eux, ils avaient beaucoup plus intérêt à rouler à ce moment-là. O'Connor arrive à revenir, et ensuite, à 1,5 km, 2 km de l'arrivée, il décide d'attaquer, parce qu'il sait que le final est très technique. Il arrive à reprendre 7 secondes. C'est-à-dire d'une journée qui était mal embarquée à 25 bandes de l'arrivée quand il tombe, il arrive à la transformer en journée où il reprend du temps sur Juan Pedro Lopez et sur ses différents adversaires. Solide, hein, Ben O'Connor aujourd'hui. Hein. C'est une grosse performance qu'il a réalisée, l'Australien. Alors oui, il n'arrive pas à accrocher la deuxième place, c'est Storer qui la prend. Storer qui monte quand même en puissance, hein, je trouve, sur cette semaine. Il a commencé piano, ça va un petit peu de mieux en mieux pour Michael Storer de la Tudor. Mais là, Ben O'Connor, non, très solide. Très solide aujourd'hui et très content pour lui. J'espère encore une fois que la chute va pas avoir trop de conséquences demain. Et puis surtout sur la fin de semaine, hein, parce qu'il y a encore un petit peu d'entraînement à faire avant le départ du prochain Giro. Dans 15 jours, mais ouais, non, costaud de la part de Ben O'Connor. Grosse journée également d'Aurélien Paré-Peintre, parce que il fait quand même 5e, pour l'instant il est je crois 6e du général Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre, à chaque fois je dis Aurélien, c'est Valentin Paré-Peintre. Oui, il est bien 6e du général, donc dans les temps de Romain Bardet et de Wout Poels, donc c'est plutôt bien de la part du français. Là en plus aujourd'hui il a pas hésité, il a été offensif, il a tenté l'attaque. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était bien joué de sa part. Donc voilà, content de la part de ce coureur qui a tenté. Ça a failli marcher aujourd'hui, mais c'est voilà,
pas une mauvaise journée pour Paris Peintre. Donc là aussi, je le mets au top. Deuxième top du jour, Simon Kerr. C'était là où il avait réussi à remporter sa première victoire chez les pros, Simon Kerr. C'est vrai que Simon Kerr, je disais, mais l'année dernière, il avait passé un gros cap pendant l'intersaison. C'était un coureur qu'on attendait, Simon Kerr, parce que on nous disait c'est un coureur qui est prometteur, c'est un coureur qui est très intéressant. Et puis, bon, que ça soit chez Delco ou chez EF, c'est vrai que moi, je l'avais pas trouvé si exceptionnel que ça dans ses premières années. C'est vrai que je me disais, est-ce qu'il va réussir enfin à montrer tout le potentiel qu'il avait? Et puis, l'année dernière, après avoir remporté cette dernière étape sur le Tour des Alpes, où il avait fait 3 jours en échappée, hein, quand même, sur le Tour des Alpes, ce qui avait été assez incroyable. Eh bien, il avait réussi à remporter une étape de la route d'Occitanie à Saint-Géronce plutôt même. Il avait remporté une étape et le classement général du Tour de Langawi fin septembre aussi. Et puis cette année en début de saison, il a remporté le trophée au Calvia hein, dès son premier jour de course. Lui, il a couru qu'en Europe, c'était très fort. Mais derrière, eh bien, l'étoile de Bessèges avait été décevante. Bon, sur l'UAE Tour, il prend la 20e place, mais ce qui n'était pas exceptionnel. Il n'avait pas couru, lui aussi, depuis l'UAE Tour. Ça fait partie. Il y a pas mal de coureurs qui ont fait UAE Tour, qui font le Tour d'Italie aujourd'hui, qui ont fait l'UAE Tour, mais qui n'ont pas couru de quasiment pendant un mois et demi. Donc à l'entraînement, en stage en altitude, pendant toute cette période-là. Il revient. Les premiers jours de course n'ont pas été exceptionnels. Alors moi, je me disais... parce que j'avais bien l'impression qu'il n'avait pas eu un travail d'équipier énorme sur Esteban Chavez, donc moi je me disais soit il n'est pas en grande condition physique, soit il perd un peu du temps parce qu'il va tout miser sur une victoire d'étape. Donc voilà, la deuxième théorie était plutôt la bonne, et donc là une magnifique victoire sur cette deuxième étape du Tour des Alpes. C'est sa 7e victoire chez les professionnels, donc c'est vraiment voilà, très très bien de la part de ce coureur qui avait remporté la Puebla Villafranca. Hein, oui, donc il avait j'ai dit une bêtise, parce que je croyais qu'il avait gagné sa première course sur le Tour de Romandie. Non, il avait remporté une course, donc la Puebla Villafranca. Et puis il avait été vainqueur du classement des jeunes également du Tour du Portugal cette même année, en 2020, avec Delco, à l'époque où, hein, c'était la Covid. Il avait couru que 19 jours. Cette année-là, il avait commencé qu'en août, parce que avant, il était chez les amateurs. Hein. Donc voilà, ça avait été assez surprenant. Et c'est un coureur voilà, qui a un gros potentiel, on le sait. 10e du Tour de Savoie-Mont-Blanc en 2019, par exemple, en termes de résultats. Derrière, un Chris Harper. Derrière, Nicolas Prodhomme, par exemple. Donc il y avait quand même du monde sur cette course-là, mais devant Yanis Ouazard, par exemple, quand on regarde de cette génération-là, donc c'était plutôt très bien sur cette course, devant un Jérémy Bellico qui derrière n'avait pas réussi à faire de grands résultats chez les professionnels, devant un Doleato qui lui non plus n'a pas eu de grands résultats chez les professionnels au final, mais oui, il avait fait une belle course sur cette épreuve. Mais c'est vrai que Simon Kerr, c'était un coureur qu'on savait qu'il y avait un potentiel, et on se disait, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va marcher? Il a enfin réussi, et puis aujourd'hui il fait quand même un sacré numéro, déjà parce que dans l'échappée il y avait du monde, Piganzoli, il y avait Higuita, il y avait Hugh Carty aussi, donc c'était une échappée avec du beau monde, donc déjà il arrive à battre ces coureurs-là. Et deuxième élément, 45 km en solo, où à un moment il n'y avait plus que 50 secondes d'avance. C'est aussi du solide de la part de Simon Kerr, donc plutôt une très très belle journée. Je termine avec Juan Pedro Lopez.
Je trouve qu'il a plutôt bien géré dans le final de cette journée parce qu'il s'est retrouvé très vite seul, Juan Pedro Lopez. Ses équipiers finissent très loin, hein. Carlos Verona est peut-être celui qui finit le plus près, 24e à 7,38. Et Gebreselassie et tous les autres, Cataldo, Felliné, finissent loin. Cataldo, il a du mal à retrouver une bonne condition physique depuis sa grosse chute en Catalogne l'année dernière. C'est aussi un coureur qui a 39 ans. Je pense que c'est sa dernière année chez les pros, même si c'est pas indiqué par Cataldo. Je serais surpris qu'il continue chez les professionnels l'année prochaine. Coureur qui a commencé en 2007, Cataldo. Au départ, c'était un coureur qu'on prédestinait sur les grands tours et puis pas vraiment réussi à confirmer peut-être des bons résultats sur ses premières années. Coureur qui est passé chez Sky, chez Quick-Step, chez Astana, chez Movistar aussi. C'est là où il a vu sa... C'était chez Movistar ou chez Lidl, je ne sais plus où il a vu sa grosse chute. Mais voilà, c'est un coureur qui a un petit peu du mal à reprendre. C'était l'année dernière, oui, sur le Tour de Catalogne. Ça avait mis beaucoup de temps même à revenir, parce qu'il avait mis... Il était tombé, donc ouais, sur le Tour de Catalogne, il était revenu qu'en août, 5 mois de pause. Donc, parce qu'il y avait plein de fractures à ce moment-là. Et depuis, bon, il n'y a pas eu de... Alors déjà avant, il avait plus ce rôle d'équipier, mais là je trouve que même en équipier, c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour Dario Cataldo. À 39 ans, je pense que voilà, on ne le verra pas sur un grand tour cette année. Le coureur italien, je serais surpris si on le voyait sur un grand tour. Et donc du côté de Juan Pedro Lopez, il a dû travailler tout seul, donc il s'est retrouvé très vite seul. Je trouve qu'il a plutôt bien géré, à part sur la fin où il s'énerve un petit peu sur Paris Peintre. Je pense qu'il aurait mieux fait de s'énerver plutôt sur les Bahreïn, parce que la stratégie de la Bahreïn est un petit peu plus compliquée. Mais il a fait un sacré numéro quand même dans les 2 dernières montées, où je trouve même dans la dernière montée, il fait énormément de boulot, un peu comme Tobias Fossillard. Alors il faudra voir si demain, il n'y aura pas le contre-coup, parce qu'il a consommé beaucoup d'énergie, mais il a fait mal à tout le monde. Romain Bardet, par exemple, il était à bloc. Tiberi aussi. C'est un petit peu compliqué pour eux. Sur la fin, bon, vous avez Ben O'Connor qui reprend. C'est vrai que c'est dommage pour lui parce qu'il perd un petit peu de temps sur Ben O'Connor. Après, il a toujours 38 secondes d'avance sur le coureur australien, donc il a quand même une petite marge. Et surtout, maintenant, Storer est 7ème, donc il sait que le top 5 est quand même à sa portée. Juan Pedro Lopez, donc il serait un bon résultat pour le coureur espagnol, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Sur ce qu'a fait Juan Pedro Lopez, c'était plutôt une belle étape aujourd'hui de la part du coureur espagnol. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence tout de suite avec la Bahreïn Victorious. Pas trop compris en stratégie aujourd'hui à la Bahreïn. Ils sont 2. Ils ont Woodpool et Tiberi. Moi, je pense pas que Woodpool joue encore les classements généraux des grandes courses. Donc, je pense que pour moi, le leader, c'est Tiberi. Parce que c'est la jeunesse, parce qu'on sait que Bahreïn mise dessus, parce qu'ils l'ont dit en interview dans des communiqués. Et Woodpool, même si c'est un coureur de talent, même si c'est un coureur qui aime les conditions difficiles, on l'a vu encore hier. Je rappelle que c'est un vainqueur d'un Liège-Bastogne-Liège où il y a eu de la neige, notamment Woodpool en 2016. Je dis que même s'il a gagné une étape du Tour de France l'année dernière, Woodpool, on doit quand même peut-être plus miser sur Tiberi que sur un coureur qui a 36 ans, qui en plus est dans sa dernière année de contrat. Et je suis assez surpris pour le moment que les deux courent un petit peu en parallèle, ce qui je crois était déjà le cas en Catalogne. Non, il n'y avait que Woodpool en Catalogne. Au général, non, il y avait déjà Tiberi, oui, et les deux avaient fait 8 et 11. Là, je suis assez surpris. Alors peut-être qu'il y a une stratégie de garder les deux au classement général parce que les points UCI, c'est vrai que Bahreïn n'a pas forcément fait un bon début de saison, mais bon, je serais quand même assez surpris de ce côté-là. Et puis du côté de Woodpool, ouais, je comprends pas. Je pense qu'on aurait pu faire rouler Woodpool sur cette journée pour tenter de revenir sur Simon Kerr plus rapidement. Et ouais, on a eu l'impression qu'on roulait un petit peu avec le frein à main. Tiberi semblait en plus très fort.
Bon, à part sur la fin de la dernière montée, un peu plus en difficulté, mais encore une fois, tous les coureurs face à Juan Pedro Lopez semblaient en difficulté. Donc je me dis qu'il y aurait peut-être eu quelque chose à tenter. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi Woodpools fait 4, Tiberi 6. Excusez-moi, petit Bayou, mais je pense qu'il y avait quand même largement mieux à faire pour cette équipe. Et voilà, il aurait fallu qu'il y en ait un qui roule pour l'autre. Peut-être que personne n'a voulu faire ce travail-là. Mais dans ce cas-là, il y a une voiture de directeur sportif et le directeur sportif doit imposer des choses. Encore une fois, il y a un coureur qui est techniquement la nouvelle pépite de cette équipe pour les grands tours et pour les courses à étapes. Et de l'autre côté, vous avez Woodpools qui est un coureur qui est vieillissant, qui est dans sa dernière année de contrat. Je pense que le choix n'est pas extrêmement difficile quand même à réaliser. Donc soit c'est le coureur qui n'a pas voulu répondre positivement à cette stratégie, soit du côté de la Bahreïn, on a fait un petit peu du n'importe quoi aujourd'hui. Deuxième bonne année du jour, Higuita. Ouais, je me disais, depuis le début de la semaine, je le trouve décevant. Mais bon, je me disais, la Bora n'a pas forcément emmené la grosse équipe. Et puis, Higuita, c'est pas le coureur le plus régulier. Aussi. Voilà, c'est un coureur qui parfois est capable de faire des très bons résultats et puis le lendemain d'être un peu plus en difficulté. Mais là aujourd'hui il était dans la bonne échappée et c'est vrai que je me dis, quand je vois la gueule de l'échappée, je me dis bon, certes il y a Simon Kerr qui peut être en capacité de faire quelque chose de bien, mais je me dis il y a Sergio Higuita. Normalement Higuita ça doit être devant Simon Kerr. Je misais pas trop sur Hugh Carty. Bon, voilà, il y a des courants où je me méfie également de Pellizzari en me disant lui il est placé au général, donc on va voir ce que ça va donner. Et Guita, il finit 14e de l'étape. Alors quand il est repris par l'échappée, il n'est pas largué, mais bon, face à Simon Kerr, il n'a pas réussi à tenir la cadence. J'étais même assez surpris qu'à 55 km de l'arrivée, quand le direct a vraiment commencé, j'étais assez surpris de voir Higuita, maillot grand ouvert. Il avait vraiment le maillot complètement ouvert, déjà parce que aujourd'hui il faisait encore pas très chaud, on était sur du 8-9 degrés, donc il était vraiment en sur-régime. Donc peut-être un petit peu limite, voilà, pas au top de sa condition physique encore. Higuita, début de saison assez discret de Sergio Higuita, 6ème sur la dernière étape du Tour de Catalogne, comme vraiment bon résultat. 4ème de l'Alto da Foya sur le Tour de l'Algarve, 14ème du Général, 6ème du Tour de la région de Murcie, puis 2ème des championnats de Colombie sur route, derrière Alejandro Osorio, qui avait été impressionnant sur cette épreuve. En parlant, on va regarder un petit peu Osorio, qui a été sur le Tour de Colombie, où il a pris une victoire d'étape. Il a remporté une étape également sur la Vuelta al Táchira en Bicicleta. Là, il est sur la il a abandonné sur le circuit des Ardennes, sur la semaine internationale Copier Bartali également, sur ces épreuves-là. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison du côté d'Alejandro Osorio, qui avait été viré par la Bahreïn pour ne pas avoir respecté les règles Covid de l'équipe. Voilà, c'est pour ça qu'il avait été viré après l'UAE Tour. Il avait réussi à retrouver une équipe l'année dernière, donc cette équipe GW, Erco Shimano. Donc l'équipe qui est en fait sur les cendres d'Androni Giocattoli, cette formation-là, je crois me rappeler. Voilà, oui, c'est les cendres d'Androni Giocattoli, avec beaucoup de coureurs colombiens dans cette structure, même quasiment exclusivement composée de coureurs colombiens, contrairement aux années précédentes où il y avait un ou deux coureurs
on va dire, étrangers dans cette formation. Donc ouais, Higuita, je m'attendais à mieux, mais bon. Début de saison difficile. Et puis je termine avec Tobias Foss. Je pense que Tobias Foss, le contre-coup d'hier, il était très fort. Il a dépensé beaucoup d'énergie à l'avant de la course. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui a manqué. Il finit 76e, donc il a vraiment craqué sur la fin de journée. Il n'a pas réussi à en remettre. Voilà, dommage pour Tobias Foss parce que ça aurait pu être une belle semaine en termes de résultats. S'il avait fait même top 10, top 15 même de cette épreuve, on serait dit ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à tenter sur les courses par étapes. Là aujourd'hui, il a bien craqué. Ça a été compliqué également pour Geraint Thomas. Un petit peu loin également du côté du général. Alors, on aurait pu s'attendre à une chouille mieux aussi. Eh bien, on regarde tout de suite le programme de la journée de demain. La dernière étape de cette semaine du côté du Tour des Alpes, on part de Lévico-Thermé pour aller à Lévico-Thermé. Alors, vous allez me dire, pourquoi s'embêter avec 2 cols de première catégorie? En fait, un col de première catégorie comprendra à 2 reprises sur une étape de 118 km. Ça sera le Palu del Fercina, 12 km 5 à 6,2 de moyenne. Je ne sais pas pourquoi en plus j'ai d'un côté 6,2, d'un côté 6,1. Ouais, j'ai du mal à savoir pourquoi on m'a pas mis les mêmes informations, puisque normalement c'est le même col. Donc on franchira le sommet au kilomètre 67 et au kilomètre 92, surtout qu'on prend la côte à chaque fois par la même face, hein, donc il n'y a pas de différence entre les deux faces. Donc kilomètre 67, kilomètre 92, donc on sera encore à 25 km de l'arrivée, un peu plus de 25 km de l'arrivée. Du côté de ce col de Palu del Fercina, c'est pas le plus dur de la semaine, hein, très clairement. Certes, il y a 12 km 500, mais il y a eu des côtes, parfois, notamment aujourd'hui, avec beaucoup plus de pourcentage. On aura un passage à 9%, un passage à 8,6%, mais sinon, on est quand même très souvent en dessous des 9%. C'est assez irrégulier hein, quand on voit la pente. C'est peut-être ça qui va entraîner la difficulté parce qu'avec ça va pas être facile de trouver son rythme de pédalage, son bon coup de pédale. Donc c'est peut-être ça qui va poser problème aux coureurs pour cette journée. On regarde un petit peu le final. Donc après le dernier passage au Palu del Fercina, on aura une montée à Valico di Tena, 2 km à 6,2 de moyenne. Donc il pourra peut-être donner une dernière escarmouche pour la victoire d'étape aujourd'hui. Et puis on redescendra avant de rejoindre le final du côté de Valico-Thermé. Donc vous voyez la petite descente, la petite cuvette. Et puis ensuite l'arrivée qui sera au sommet d'une bosse. Vous voyez qu'il y aura une grosse rampe entre 2 km et 1 km 500. Ensuite ça sera un peu plus plat avant d'avoir une nouvelle rampe entre 1 km de l'arrivée et 500 mètres. Puis les 400-500 derniers mètres seront plats pour cette étape numéro 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!